RFI, la voix de l'Amérique. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de cette édition. En RDC, des dizaines de corps repêchés sur la rivière Momboyo à la suite du naufrage d'une embarcation. Dans le même temps, la mobilisation contre le virus Ebola s'intensifie alors que Kinshasa a revu à la baisse le nombre de morts liés à l'épidémie. La Corée du Nord reste ouverte au dialogue avec les États-Unis malgré l'annulation par Washington du sommet de Singapour. À nouveau, des larmes et des pleurs en République démocratique du Congo. 50 corps sans vie ont été repêchés après le naufrage d'une embarcation sur une rivière du nord-ouest du pays, selon Richard Mboyo Iluka, vice-gouverneur de la province de la Chiopa. L'accident a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi sur la rivière Mompoyo, dans le territoire de Monko. L'embarcation privée effectuait la liaison Monkoto-Mbandaka avec plusieurs dizaines de passagers à bord, ainsi qu'une grande quantité de marchandises selon les témoignages des habitants. Une mesure gouvernementale interdit aux embarcations de fortune de naviguer la nuit sur les eaux congolaises. Les naufrages sont fréquents en RDC, tant sur les lacs que sur le fleuve ou les rivières, et les accidents se soldent souvent par des bilans très lourds en raison de la surcharge et de la vétusté des embarcations, de l'absence des gilets de sauvetage à bord et du fait que beaucoup de gens ne savent pas nager. En février, au moins 14 personnes sont portées disparues dans le naufrage de 2 embarcations sur le fleuve Congo. On reste en RDC où le tout dernier bilan publié par les autorités ce vendredi fait état de 52 cas de fièvre hémorragique Ebola enregistrés, et ce, depuis le début de l'épidémie le 8 mai dans la localité de Bikoro. Sur ces 52 cas, 31 sont confirmés, 13 probables et 8 suspects. Le nombre total des décès, lui, avait été revu à la baisse, passant de 27 victimes à 22. Une révision qui s'explique, selon le ministère congolais de la Santé, par le fait que certains décès initialement attribués à Ebola se sont révélés négatifs aux analyses de laboratoire. Justement, en rapport avec le virus Ebola en RDC, voyons comment la mobilisation pour aider à contrôler l'épidémie dans le pays s'intensifie sur le terrain. Outre un vaccin en attente d'homologation qui est en train d'être administré, les agences et le gouvernement ont également lancé des campagnes dans les zones touchées par le virus. Les précisions de Salwa Jafari. Commune de Wangata, Chrétien Mangemba, étudiant en médecine à 16 heures, fait sa ronde de sensibilisation. C'est désormais son travail, parler, convaincre, essayer de convaincre ses riverains, en tout cas que le virus Ebola est à prendre très au sérieux. Mon travail est basé sur la sensibilisation, de faire connaître aux gens qu'il y a l'épidémie dans la communauté ou dans la ville. Donc, en faisant cette sensibilisation et de faire montrer aussi aux gens comment la maladie se transmet. Responsables locaux et organismes internationaux sont particulièrement préoccupés par la présence de la maladie à Mbandaka, un centre commercial surpeuplé en amont de Kinshasa, ville de 10 millions d'habitants. 2 patients Ebola mourants y ont été extirpés d'un hôpital par leurs proches en moto, puis emmenés à une réunion de prière en compagnie de 50 autres personnes, les exposant ainsi au virus mortel. It is only human. Il est humain que les gens veuillent être avec leurs proches et les familles veulent qu'ils soient chez eux. Ce qui est vraiment important, c'est que nous redoublions d'efforts pour dialoguer avec la communauté afin que tout le monde comprenne comment le virus Ebola se transmet et que garder une personne malade à la maison diminue non seulement les chances de survie de cette personne ne bénéficie donc pas d'un traitement de soutien, mais met également en danger toute la famille. À Mbandaka, c'est la course contre la montre pour contenir une maladie qui se propage par contact
avec des fluides corporels infectés, y compris le vomi et la sueur. Cette 9e épidémie de la maladie en RDC aurait fait à ce jour au moins 22 morts selon les chiffres du gouvernement congolais publiés mercredi soir. La dernière, entre 2013 et 2016, avait fait plus de 11 000 morts en Afrique de l'Ouest. Alors au Niger, 10 réseaux d'organisations non gouvernementales internationales, dont Amnesty International et Oxfam, ont demandé ce vendredi la libération de 26 militants de la société civile et l'abandon des poursuites contre eux. La majorité d'entre eux avaient été arrêtés le 25 mars après des heurts à Niamey entre les forces de l'ordre et des manifestants voulant protester contre la loi des finances 2018 qu'ils jugent antisociale. En Libye, au moins 7 personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres blessées jeudi soir dans un attentat à la voiture piégée au centre de Benghazi, dans l'est du pays. La voiture a explosé près de l'hôtel Tibesti sur une avenue commerciale où la vie nocturne est d'habitude animée au cours du mois sacré du jeûne musulman du Ramadan. Pas de revendication de l'attentat jusqu'à présent, mais un responsable libyen a accusé des cellules terroristes dormantes qui veulent envoyer le message selon lequel la ville de Benghazi n'est pas sûre. Au Sénégal, la tension n'est toujours pas retombée plus d'une semaine après la mort par balle d'un étudiant lors d'une confrontation avec les forces de l'ordre à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Les étudiants ont organisé des marches sur l'ensemble du territoire national. Une rencontre est en principe prévue lundi entre le président Macky Sall et les représentants de toutes les universités du pays. Hier à Dakar, ils étaient des centaines dans la rue pour réclamer la lumière sur la mort de leurs camarades et faire entendre leur voix quant à ce qui est de leurs revendications. Je vous propose ces quelques réactions. Ils sont à l'origine de tous les maux qui gangrènent l'université Cheikh Anta Diop. Le retard des bourses et aussi les réformes à ne plus en finir, qu'on ne comprend même pas. En 2014, avec le mode de Bassirou Faye, c'était le même cas. Ils étaient impliqués. Jusqu'à présent, ils sont dans le gouvernement. Et avec la mort de Fallou Sène aussi, c'est le même cas. Nous demandons leur départ. On voit aujourd'hui dans une chambre destinée à 2 personnes, on en voit 6 là-dedans. 6 personnes dans une même chambre, qui ne fait même pas 18 mètres carrés. Nos bagages, on s'entasse. C'est la... promiscuité totale. Les conditions ne sont pas favorables. Il y a manque d'eau des fois, il y a des coupures d'électricité. Même si il y a des logements qui sont en construction, il y a beaucoup trop de monde à l'université. Même dans les amphithéâtres où nous sommes censés étudier, il y a beaucoup trop de monde. Et des fois, on n'arrive pas à suivre, même s'il y a d'excellents professeurs. Accueillons Alex Mapal Sambou, le président de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre état d'esprit au lendemain de cette mobilisation? Au lendemain de cette mobilisation, on est satisfait. On est satisfait parce que l'objectif en termes de mobilisation et en termes de communication a été atteint. Et je voudrais quand même rappeler que hier, sur toute l'étendue du territoire, les camarades étudiants et les parents ont marché. On marchait pour donc dénoncer cet acte lâche-là qui a été commis et réclamer que justice soit faite, que les responsables soient identifiés et sanctionnés. Donc je pense que le message, il est bien passé et il a été bien reçu. Au-delà de ce que vous évoquez, c'est-à-dire la mort de votre camarade, il y a aussi des conditions de vie dans les universités, on l'a vu dans le reportage tout à l'heure. Est-ce que vous avez un mot à dire à ce propos? Par rapport aux conditions de vie, ça il faut le dire. Depuis quelques années, nous l'avons constaté que les conditions de plus en plus, et les conditions de vie et d'études de plus en plus dégradent. Or, lorsque vous êtes socialement dans de mauvaises conditions, vous ne pouvez pas exceller pédagogiquement. Donc, les conditions sont difficiles. C'est la raison pour laquelle les performances, quand même, les performances ne sont pas quand même appréciables. Alors vous devez rencontrer, quand je dis vous, c'est les associations, les représentants des universités du Sénégal qui doivent rencontrer le président Macky Sall lundi.
Qu'est-ce que vous allez lui dire et qu'attendez-vous de lui? Ce qu'on va lui dire, je pense que c'est en général exprimer notre ressenti. Et ce que nous avons dit partout, c'est ce qu'on va lui dire. Et quand même discuter en profondeur avec lui et attendre de lui, bien évidemment, des décisions quand même fermes, des mesures fermes, des mesures de sanctions, mais aussi des mesures pour améliorer les conditions de vie et d'études des étudiants. Merci Alex Mapal Sambou, président de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Dénucléarisation de la Corée du Nord après l'annulation annoncée hier par le président Trump. Où en sommes-nous? La Corée s'est dit prête à poursuivre les discussions. Les réactions n'ont pas manqué, tant du côté coréen que de la médiation. On fait le point avec Anastasie Tudièche. Jour de colère à Séoul. Ces manifestants massés devant l'ambassade des États-Unis dans la capitale sud-coréenne ne veulent pas de l'annulation du sommet historique entre leurs voisins, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président Trump. Et Kim Jin-suk, membre du parti Minjung, n'a pas de mots assez durs pour exprimer son indignation. Il est choquant que les États-Unis aient brisé l'espoir d'une ère de paix dans la péninsule coréenne. Mais plus choquante encore est l'arrogance des États-Unis envers la Corée du Sud, la Corée du Nord et notre peuple. Du côté du gouvernement sud-coréen, les propos sont plus feutrés. Nous sommes attristés par l'annulation du sommet, mais la chance historique que le sommet entre les deux Corées représentait doit être considérée et nous allons poursuivre les efforts. Et les propos du président Trump ce matin dans les jardins de la Maison-Blanche semblent annoncer une ouverture. Non, nous verrons ce qui se passera. Le 12, pourquoi pas? Ils veulent vraiment le faire, nous aimerons le faire, on verra. Ouverture certes, mais sur quoi? Ces montagnes russes diplomatiques aboutiront-elles à un accord? Les observateurs les plus avisés ne se risqueraient à aucun pronostic. Tout n'est pas perdu pour sauver l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien signé a déclaré vendredi le président russe Vladimir Poutine qui estime que Donald Trump reste ouvert aux négociations malgré son retrait. Le président américain ne ferme pas la porte des négociations. Il dit qu'il y a beaucoup de choses qui ne l'arrangent pas dans ce document, mais il n'exclut pas de trouver un accord avec l'Iran, a expliqué M. Poutine lors d'un forum économique à Saint-Pétersbourg. Il me semble que tout n'est pas perdu, a-t-il ajouté. La Cour constitutionnelle malgache saisie par l'opposition d'une demande de destitution du président Eri Rajoelinarimampianina a ordonné vendredi la nomination d'un gouvernement d'union nationale pour tenter de sortir de la crise qui secoue la Grande Île. Selon l'arrêt rendu par la plus haute instance judiciaire du pays, le président de la République doit mettre fin aux fonctions du gouvernement et nommer un premier ministre de consensus dans un délai de 7 jours. La composition du gouvernement devrait refléter proportionnellement les résultats des dernières élections législatives, a précisé la Cour. Vous regardez Le Monde aujourd'hui, le journal de VOA Afrique en direct de Washington.
c'est votre émission hebdomadaire de VOA Afrique. Une connexion Afrique-Amérique inédite où les Africains et les Américains se racontent. Ces rencontres loin des clichés. Un choc des cultures, bienvenue. Dont vous et nous. Suivez des interviews, des reportages originaux. Nos rubriques web, nouvelles technologies. Mode, amour, emploi vous tiennent informés à l'ère du temps. Vous et nous. C'est moi. C'est toi. C'est vous et nous. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Salut les amis, Roger Montou ici de RM Show sur VOA Afrique. Vous me suivez chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique pour nos sujets socioculturels que nous vous proposons, que vous nous proposez. Laissez vos messages vocaux à notre numéro WhatsApp au 001 703 350 37 31. C'est au 001 703 350 37 31. RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa! Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie. Au Mali, le chanteur Kassé Madi Diabaté, considéré comme l'une des plus belles voix masculines maliennes, s'est éteint. Les météorites, source de revenus. Au Maroc, ils sont nombreux à braver le soleil ardent du désert à la recherche de ces pierres précieuses d'un nouveau genre. Vivre coupé du monde, de plus en plus d'Américains en font le choix. Nous irons dans le désert californien pour partager leur quotidien. C'est vendredi et c'est l'heure du rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité culturelle dans Culture Hebdo. Roger Montou est là, bonsoir. Bonsoir. Alors, pas de quoi sourire ce soir au Mali puisque la culture malienne est en deuil. L'artiste musicien Kassé Madi Diabaté a tiré sa révérence à l'âge de 69 ans. Oui, John, figure emblématique de la musique malienne, descendant d'une grande dynastie de griots mandingues, Kassé Madi Diabaté est décédé à la clinique Pasteur de Bamako de suite d'une longue maladie. L'auteur-compositeur de la chanson culte Nama, sortie en 1988, avait à son actif plusieurs albums et des dizaines aussi de titres. Avec sa disparition, le Mali perd l'une de ses figures artistiques et musicales aussi ayant marqué toute une génération. Moi, je considère que c'est de belles mélodies donc que nous continuerons d'écouter, bien sûr, paix à son âme. Un prix pour un dramaturge burkinabé. Oui, John, le burkinabé Aristide Tarnagda a été sacré Grand Prix de la littérature noire 2017 pour son œuvre Terre rouge, façon d'aimer. Il a reçu cette prestigieuse récompense jeudi 24 mai au siège de l'Organisation internationale de la francophonie. Dans la vie, John, on dit toujours qu'il y a 3 facteurs de réussite. On dit le talent, la chance, le travail. Et ce jeune écrivain et homme de théâtre a su s'appuyer sur ces 3 facteurs. Arzuma Compaoré de VOA Afrique a recueilli sur Skype les impressions d'Aristide Tarnagda. Moi, je considère que, et c'est loin d'être une fausse modestie, que j'ai encore pas fait grand chose, mais bon, il y a quand même toute une communauté littéraire qui a reconnu mon travail, je ne vais pas cracher dessus. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que le plus important, c'est de s'écouter, de croire en soi et de croire en ses rêves et de croire à ce qu'on a à dire. Mon métier d'artiste consiste simplement à raconter des histoires et à faire en sorte que les gens ils puissent pouvoir se mettre ensemble et discuter, créer une communauté de gens qui partagent un même imaginaire.
En tout cas, Aristide, si vous êtes en train de nous suivre, félicitations à vous. Et place maintenant à notre agenda culturel. Roger Moutou, merci pour Culture Hebdo. On vous retrouve donc la semaine prochaine. Merci. Direction dans une autre destination donc. Nike Okundaye est une collectionneuse et créatrice d'art. En cette journée de l'Afrique, cet artiste d'origine nigériane a choisi de magnifier la créativité et la culture du continent. Ce 25 mai est l'occasion pour Nike d'inviter les Africains à faire le point sur la façon dont ils veulent représenter le continent noir. Blanche Sanou. À 67 ans, la designer et créatrice Nike Okundaye se distingue par son look. Un assortiment de perles colorées, de bracelets complétés par un foulard qui rappelle son héritage yoruba. Elle est la propriétaire de Nike Art Gallery, l'une des plus grandes boutiques d'art d'Afrique de l'Ouest. Elle y exprime tout son amour pour l'art africain à travers une exposition de bijoux, de nouveaux tissus et des œuvres d'autres artistes du Nigeria. Célébrée le 25 mai au milieu de plus de 8000 œuvres d'art, c'est sa manière d'affirmer sa fierté d'africaine. Il y a tellement de choses que nous n'apprécions pas nous-mêmes. Nos festivals, notre nourriture, notre riz wolof, toutes ces choses font du bien. Quand je voyage, que ce soit à travers Nollywood, l'art, le patrimoine, la culture, les gens m'interpellent et me disent « l'Afrique, l'Afrique ». Mais ne sachant pas d'où je viens, ils me demandent « de quel pays africain êtes-vous originaire ?» Je leur dis « le Nigeria ». Ils me demandent « c'est où le Nigeria ?» Je leur dis que c'est en Afrique de l'Ouest. Alors ils sont ébahis. Je pense que nous devrions être fiers de qui nous sommes. Nike est surtout connue comme la pionnière ayant redonné vie au tissu vieux de plusieurs siècles, traditionnellement appelé Adiré. Passionnée de voyage, elle a visité les 54 pays du continent. Selon elle, l'Afrique a beaucoup de potentiel et ses habitants méritent d'être célébrés malgré les défis auxquels ils sont confrontés. Les gens montrent toujours la partie négative des choses qui sont arrivées. Peut-être il y a 20 ans, quand quelqu'un avait fait ceci ou cela. Mais la même chose se passe dans le monde, dans tel ou tel pays. Donc je veux que nous soyons capables de défendre notre continent. Cette année, l'Union africaine célèbre le 25 mai avec des discussions et des réunions axées sur le thème « Accélérer l'autonomisation des jeunes pour un développement durable ». Notre ambassadrice compte bien y être et se faire entendre. Vive l'Afrique donc. De plus en plus d'Américains ne se reconnaissent pas dans la vie urbaine et son coût. Certains préfèrent vivre coupés de tout, comme les habitants de Slab City dans le désert californien. Artistes, anarchistes, retraités s'y sont installés dans les années 60 et n'en sont jamais partis. Le tour du propriétaire dans ce reportage de Jenny Dulot, récit d'Anastasie Tudièche. Bienvenue dans ce que certains appellent la ville la plus libre des États-Unis. Ici, tout ou presque est libre et gratuit. Chacun peut venir choisir un lopin de terre et en faire son lieu de vie. Mais la survie peut s'avérer difficile. Slab City ne fait que quelques kilomètres carrés. Pas d'électricité, pas d'eau courante, pas d'égout, ni de ramassage d'ordures. Mais comme dans toute ville, il y a une bibliothèque, une auberge, un cybercafé, une boîte de nuit et même un cimetière pour animaux. Pour ceux qui ont choisi de vivre ici, l'absence de confort citadin n'est pas un problème. Tu viens ici, je vais te dorloter, chuchoter, je t'offre le gîte et le couvert. Pas besoin d'argent. Malgré ces avantages, Slab City n'est pas dénué de vices. La drogue et l'alcool y sont une sombre réalité. Mais pour les résidents de Slab City, la seule loi qui compte est le respect de l'espace personnel de chacun. Tout le reste est facultatif.
On y fera donc un tour et c'est l'heure du sport avec Yacouba Ouedraogo. Le week-end s'annonce tout feu, tout foot, Yacouba. Bonsoir John et bonsoir à vous, chers amis sportifs. Eh bien, préparation du Mondial 2018 pour commencer. Les Lions de l'Atlas quittent le Maroc dimanche pour la Suisse, regroupés depuis hier à Rabat. Hervé Renard et ses poulains vont prendre part à 3 séances d'entraînement avant de s'envoler pour un stage à Crans-Montana en Suisse. Donc, 3 matchs amicaux sont au programme face à l'Ukraine, la Slovaquie et l'Estonie. En Russie, les Lions de l'Atlas pourront compter sur 11 500 supporters qui vont se rendre sur place. Le Maroc joue son premier match contre l'Iran le 15 juin avant d'affronter le Portugal et l'Espagne. En attendant, admirez un peu les maillots que porteront les Lions de l'Atlas au Mondial russe. Eh bien, vous aurez le temps, bien sûr, de voir ces maillots-là d'ici le Mondial. Eh bien, c'est le rendez-vous demain sportif à ne pas manquer, bien sûr. Demain à Kiev, à 18h45, temps universel, la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool. Le Real de Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane est en lice pour un 3e titre de suite, performance qui n'a plus été réussie en Europe depuis 1976 et le Bayern Munich. Il s'agirait du 5e sacre continental pour CR7 et du 3e en 3 saisons consécutives comme entraîneur pour Zizou. Eh bien, le Real, 12 Ligues des champions remportées, peut s'appuyer sur Ronaldo qui pèse déjà à lui seul 15 buts dans cette édition. En face, Liverpool aussi dispose d'une petite expérience et 5 Ligues des champions au compteur, dont la dernière date de 2005, acquise au terme d'une finale folle. Les Reds peuvent compter sur leur trio offensif de feu emmené par l'Égyptien Mohamed Salah, le Brésilien Roberto Firmino et le Sénégalais Sadio Mané. Et puis, le Lion de la Teranga, justement, qui mesure bien l'importance de cet événement qui aura lieu demain. Pour nous, c'est un des matchs les plus importants de notre carrière. Et bien sûr, il ne sera pas facile parce que nous savons que les Madrilènes ont de la qualité au sein de leur équipe et nous respectons cela. Mais nous aussi, nous avons des joueurs et un staff pour battre toute équipe dans le monde. Et pour la petite histoire, avant qu'on ne se quitte, le Real Madrid a perdu sa dernière finale en Ligue des Champions en 1981. Et tenez-vous bien, à la même année, le prince Charles d'Angleterre épousait Diana et Spencer. Cette année, on a suivi tous le mariage royal qui a eu lieu en Angleterre le week-end écoulé entre Harry et Meghan Markle. Eh bien, cette année encore, Liverpool et le Real se retrouvent pour la finale de la Ligue des Champions juste avant ce mariage. Je n'ai rien dit. Merci Yacouba et très bon week-end à vous. Au Maroc, la collecte et la vente des météorites constituent une nouvelle source de revenus. Ils sont nombreux à braver le soleil ardent du désert à la recherche de ces pierres précieuses dont la demande est de plus en plus forte. Une quête de fortune que nous présente Irénée Herman Umbo. Des pierres disposées pêle-mêle dans ce grand désert du sud du Maroc. Bravant la chaleur brûlante des lieux, Mohamed Bouzgarine, professeur d'éducation physique à la retraite, est à la recherche de météorites. Il n'est pas le seul en quête de ces pierres rares. Quand nous savons qu'une météorite est tombée, nous allons la traquer. Tout le monde court après et tente sa chance. Certaines personnes trouvent quelque chose, d'autres non. Parfois nous passons 20 jours ou même un mois sans rien trouver. Muni d'un aimant et d'une puissante loupe, Mohamed Bouzgarine et les autres chasseurs bravent kilomètre sur kilomètre dans cet endroit perdu du désert marocain. Ils fouillent le sol et scrutent minutieusement ces pierres en vue d'identifier celles ayant de la valeur sur le marché international en plein essor. J'ai un aimant qui est très fort, voilà, qui ne peut rien laisser, voilà. Mais les pierres sont différentes. Les météorites ont certaines caractéristiques. La valeur est de plus que 4 000, 5 000 dirhams le gramme. C'est la fin de ce journal. Retrouvez Anastasie Tudiesh la semaine prochaine dès lundi.